tout le monde, il sera question dans ce vlog du film La Nonne, le spin-off de la saga Conjuring, le nouveau spin-off après le spin-off qui était sur Annabelle, la poupée hantée, que je n'ai jamais vu parce que je trouve les films de poupées hantées assez ridicules, mais peu importe. Ce n'est pas réalisé par James Wan, qui a réalisé Conjuring. James Wan n'est qu'à la production. Celui-ci est réalisé par Corinne Hardy. Je savais pas qu'il y avait des hommes qui s'appelaient Corinne aux États-Unis, mais après tout, il y a bien un mec qui s'appelle Harmony Corinne, alors pourquoi pas Corinne Hardy. Et donc ce film revient sur le démon qui a été découvert dans Conjuring 2, cette fameuse nonne qui avait foutu les boules à tout le monde et des cauchemars monstrueux. Je dois vous l'avouer, moi-même, ça m'a poursuivi pendant très longtemps, ce visage et tout le bordel. Nous nous retrouvons en Roumanie en 1952 où un prêtre, le père Burke, joué par Demian Bichir, est envoyé pour enquêter sur une abbaye dont le Vatican soupçonne qu'elle pourrait ne plus être édifiée sur un sol sanctifié, sur un sol saint, que l'endroit pourrait être atteint par le mal. Et il y va avec une jeune nonne qui n'a pas encore passé ses vœux, la sœur Irène, qui est jouée par Thaïsa Farminga, qui l'accompagne notamment parce qu'elle a eu de nombreuses visions depuis sa jeunesse, plusieurs d'entre elles mettant en scène le fameux démon qui va lui poser problème à elle et au père Burke pendant la suite de l'histoire. Le film est... Je dirais pas que c'est une énorme merde, mais c'est pas vraiment un film qui reste en tête non plus. Et la preuve, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire ce vlog. C'est la deuxième fois que je le réenregistre là déjà. Parce que c'est assez compliqué d'essayer de dire ce qui va et ce qui va pas, parce que fondamentalement ça devrait marcher, le monstre il a déjà été prouvé, on sait qu'il marche, et la mise en scène est volontairement calquée sur la mise en scène de Conjuring. C'est une mise en scène qui va jouer beaucoup sur les mêmes jeux qu'utilise James Wan, les jeux de plan séquence par exemple, de très longs plans qui suivent les personnages, qui vont parfois tourner sur un côté, puis quand on revient il y a une forme derrière, ou il y a un truc qui surgit, ou alors un truc qui était là avant et qui est plus là, ou un truc dans ce genre là. Et il va beaucoup jouer sur les ombres, sur le fait de concentrer son attention, sur te dire les choses vont arriver par là et en fait ça arrive par un autre endroit. Le problème c'est que c'est un peu by the book comme diraient les Américains, donc ça respecte vraiment la feuille de route. Tu sens pas quelque chose de très vivant et qui pousse le réalisateur à faire la scène qui fout le plus peur possible ou à trouver l'idée la plus géniale possible. On a un peu l'impression qu'ils ont fait une liste de tous les types de peurs qui sont faits dans les films Conjuring et qu'ils ont travaillé à les reproduire. Donc on va avoir un moment où les personnages pensent qu'il va y avoir quelque chose de terrifiant et en fait il y aura rien, puis à un moment ils pensent qu'il va y avoir quelque chose de terrifiant et puis en fait ils pensent qu'il y a rien et puis il y a quelque chose de terrifiant qui arrive juste après et en fait le truc de terrifiant, des fois c'est un vrai truc terrifiant mais des fois c'est autre chose. C'est un peu ce jeu là en fait, c'est ce jeu du est-ce qu'il y aura quelque chose, et ben non, et cette fois-ci il y aura quelque chose, et ben non, et ben oui, et ben si, et ben... Et en fait ça c'est beaucoup plus prévisible que dans les films d'avant. Il n'y a pas autant cette angoisse et cette appréhension, et je pense que c'est justement dû au fait qu'on sait un peu tout ce qu'il y a dans l'écran. Valak, on sait ce que c'est, on sait qui il est, on sait ce qu'il peut faire, on sait qu'on l'a battu plus tard. Donc il y a quelque chose d'assez particulier en fait, l'horreur est assez compliqué à faire fonctionner. Je suis pas sûr qu'un préquel sur un démon soit la meilleure idée du monde. Le truc c'est aussi qu'on a que 3 personnages, et que du coup il peut pas leur arriver grand chose pendant une bonne partie du film. Là où quand t'as plus de personnages, il peut y en avoir au moins un ou deux qui se prend un truc dans la gueule, qui meurt, qui fait un truc. Là, c'est vraiment laborieux avant qu'il arrive vraiment quelque chose à quelqu'un, et du coup, ce côté danger du démon, on l'a pas vraiment. Le démon est plus joueur, à vrai dire. Il y a des scènes entières, et en fait, c'est ça qui est marrant. Il y a une scène entière où donc le père et la sœur débarquent, et ils arrivent devant une nonne. Elle parle avec une voix extrêmement bizarre, elle montre jamais son visage, avec quelque chose, et tu vois le truc, tu fais... Bah oui, c'est un démon du coup, donc ils vont forcément se rendre compte assez rapidement, etc. Et en fait non, il continue à lui parler et ensuite il reste. C'est un truc qui va se reproduire plusieurs fois dans le film et tu fais mais... Enfin c'est évident que c'est louche ce qu'on voit là, enfin c'est évident que ces réponses sont pas bonnes et que c'est bizarre et il suffirait que tu t'approches et que tu essayes de lever le voile et tu verrais qu'il y a un truc, enfin C'est assez particulier et les personnages vont souvent avoir des comportements vraiment de personnages de films d'horreur quoi, ils vont souvent aller faire un truc qui est fait spécifiquement pour qu'il leur arrive une scène d'horreur, ou alors à l'inverse, ils vont faire quelque chose spécifiquement pour pouvoir aider quelqu'un qui va être en train de vivre une scène d'horreur. Il y a un moment où le père Burke est à l'extérieur de l'abbaye, la sœur Irène se lève en plein milieu de la nuit en se demandant où est-ce qu'il est, elle n'entend absolument rien de ce qui... Enfin, évidemment, il appelle au secours, il fait des trucs dans ce genre-là, elle n'entend absolument rien, mais elle a quand même l'idée de sortir de l'abbaye pour aller jusque dans le petit bois qui est à côté, dans lequel se trouve le père Burke, et où elle doit le récupérer. Et tu te fais...
Ah, dis donc, c'est quand même vachement bien téléphoné et tout ça. Et c'est un peu vraiment le problème du film, quoi. C'est que tout est un peu trop préparé pour qu'une scène d'horreur ait lieu, et ça a pas ce côté aussi vrai qu'avaient les films Conjuring, où les choses vraiment débarquaient au milieu du quotidien, quoi. Là, vraiment, tout est fait pour que l'horreur débarque. Et il y a un truc qui, à mon sens, marche beaucoup moins bien dans ce film-là que dans les autres. Ce qui va sauver en partie le film, c'est les personnages qui sont pas forcément désagréables. Je dirais que le moins intéressant, c'est le père Burke. D'une part parce qu'elle est complètement inspirée du père le jeune père qui aide à faire l'exorcisme dans le film L'Exorciste. Ils ont un peu exactement la même histoire, hein, c'est qu'ils ont tous les deux essayé de résoudre un problème avec quelqu'un il y a quelques années, et en fait ça n'a pas été résolu, et du coup ils s'en veulent énormément, et donc sauver la personne qui est dans ce film va les sauver sera leur rédemption aussi pour leur échec passé. C'est sympa, mais c'est tellement déjà vu, et en même temps tellement survolé dans le film, que franchement, je suis pas sûr que ce soit extrêmement utile, puis tu comprends pas vraiment quel est le lien entre les deux. Donc ça, c'est pour le père Burke, qui a aussi en plus, il y a une scène où vraiment il se comporte comme un con, il y a une scène avec une clochette. Il voit une clochette par terre, et il se dit, tiens, je vais la ramasser, quoi. Enfin, c'est bizarre cette clochette, elle est pas censée être là. Et quand il s'approche, la clochette, elle est reliée à une ficelle, et quelqu'un retire la ficelle. Et le mec le suit, tranquillement. Donc le mec se comporte comme un chat en fait pendant toute une scène, il est en train de chercher la clochette, attraper la clochette, alors que n'importe quelle personne à peu près sensée, saine d'esprit, se dirait excusez-moi, je vais revenir, je vais chercher ma collègue et ensuite on viendra tirer sur la corde de la clochette, d'accord? C'est quand même quoi, il y a des moments où les personnages sont un peu abusés. Le personnage de Sœur Irène pour le coup me paraît beaucoup plus appréciable. C'est un personnage qui est beaucoup plus sincère aussi, qui exprime beaucoup plus ses émotions. C'est un personnage qui est beaucoup plus sensé, généralement, dans ce qu'il fait, encore que, elle aussi, elle a des trucs, genre, une scène où elle était avec plein de gens, et puis d'un seul coup, tous les gens ont disparu de la pièce, elle s'est reçu des coups pendant la scène, quand elle voit que tout le monde a disparu, elle pense pas à dire, tiens, au fait, j'ai reçu des coups dans le dos, vous pourriez pas regarder comment c'est, enfin, à tout hasard, quoi, ne serait-ce que le soigner, faire un petit truc, et à ce moment-là, on découvrira peut-être ce qui est en train d'arriver à Sœur Irène. Elle a quelques petits trucs comme ça, mais elle est aussi courageuse, quoi. C'est aussi ça qui est intéressant. Elle est pas juste rentre dedans, elle est aussi courageuse. C'est-à-dire, des fois, elle sait qu'il y a quelque chose qui fait peur, et elle va y aller, elle va rentrer dedans, et elle va essayer de résoudre le truc. Donc c'est aussi en ça qui la rend intéressante. Pareil, ce qui la rend sympathique, c'est le moment où on vient la chercher pour lui dire, il faut que tu partes en Roumanie pour enquêter sur une abbaye possiblement hantée. Elle est dans une classe avec des enfants parce qu'elle leur fait l'éducation. Et il y a une gouvernante qui rentre dans la pièce, elle la regarde, elle lui dit, la mère supérieure veut vous voir. À ce moment-là, il y a tous les enfants de la classe qui se retournent vers elle et qui font, ouh! Genre, il va t'arriver des misères, ma vieille! Donc du coup, c'est une scène qui est assez rigolote, et c'est un très bon premier contact avec le personnage parce que ça le rend très appréciable. Elle est très sympathique avec les enfants, et les enfants sont sympathiques avec elle, donc du coup, on sait que le personnage est plutôt sympa, en fait, et ça donne envie, du coup, ça nous attache à elle, et ça nous donne envie de l'avoir réussi. Hein. Et puis elle a un visage aussi qui est assez familier, sympathique, et qui te donne envie qu'elle réussisse. Et c'est assez subliminal. Mais avez-vous remarqué que l'actrice s'appelle Taissa Farmiga, comme Vera Farmiga, qui est l'épouse Warren dans Conjuring, les dossiers Warren. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est de la même famille. Alors je sais pas à quel point elle est liée, est-ce que c'est sa nièce, sa petite sœur, sa fille, je sais pas. En tout cas, elles sont de la même famille, et du coup, ça crée un lien de saga, et physiquement, tu vois ce visage, et t'as envie de le protéger, enfin, t'as envie qu'elle s'en sorte, parce que tu te rappelles aussi que ce visage ressemble à celui d'un autre personnage que t'aimais bien. Donc il y a par association, tu apprécies le personnage aussi que tu vois dans le film. Donc une petite astuce de casting qui passe plutôt pas mal. Le personnage que vraiment j'ai pas compris, et qui fait que même les personnages du coup arrivent pas forcément à totalement sauver le film, c'est le personnage de Frenchie. Un personnage joué par un acteur français qui s'appelle Jonas Bloquet, et qui avait joué aussi dans le L de Paul Verhoeven d'ailleurs. Et ce personnage est absurde. Nous sommes en Roumanie en 1950. En Roumanie en 1950, il y a un mec qui parle français dans le texte. C'est ça qui est bizarre parce que tu vois le truc, t'es en Roumanie, d'un seul coup t'entends un mec qui fait « Frère Jacques, frère... » Et tu fais « Attends, les Roumains ils chantent Frère Jacques, c'est quoi ce délire? Ils ont cru que les Roumanies c'était la France, pour eux toute l'Europe c'est le même truc, et en fait non, tu comprends après. Non, il s'appelle Frenchie. Mais il s'appelle Frenchie et il est pas français. Il est québécois, donc French Canadian comme ils disent. Il est québécois et il est venu en Roumanie dans les années 50 pour chercher de l'or.
Et donc il est resté là, sans trouver d'or. Apparemment il a apprécié les gens et les coutumes locales. Et il se fait appeler Frenchie parce que canadien ou québécois, c'est beaucoup moins classe. Ça a pas l'image du French lover et des trucs dans ce genre-là. Ça a plus l'image de la chemise en flanelle pour couper du bois et des trucs. Donc et du sirop d'érable. Donc c'est vrai que du coup, donc tu vois ce mec et tu te dis, comment vous avez eu cette idée? D'où sort ce concept? Quel est ce personnage? Ça n'a aucun sens. Enfin, refaites le cumul du truc, quoi. C'est un Québécois qui est parti en Roumanie chercher de l'or, et quand il en a pas trouvé, il est resté, et il s'est fait appeler Frenchie. Ce qui veut pas dire que le film est mal fait, d'ailleurs. Il y a un travail des ambiances sonores et des sons qui est assez intéressant. Il y a des sons brusques, surtout, enfin, des craquements et des trucs dans ce genre-là, et qui surgissent à des moments où tu préférerais que ça surgisse pas, voilà, ce genre de choses. Un travail aussi de la musique avec ces espèces de chants grégoriens qui font dès qu'il y a un démon qui apparaît, donc ça fait un truc assez intéressant et assez viscéral, mais pas non plus le truc le plus mémorable du monde. Il y a plein de petits hommages à des films d'horreur. Il y a un hommage à Dracula par exemple avec une ombre qui passe sur un mur et puis après ça évolue, ça devient son propre truc, mais à la base il y a un hommage avec l'ombre qui est sur le mur et qui bouge toute seule. Et il y a même une recherche intéressante justement dans ce lieu et dans cette période. Parce que c'est tout à fait lié à l'histoire du démon. Je ne vais pas vous dire en quoi exactement, mais du coup, il y a un élément précis de cet environnement, de ce lieu et de cette époque qui est utilisé pour justifier la présence de Valak et pourquoi est-ce que c'est là maintenant, en 1952, qu'il débarque et qu'il fout la merde. Et c'est plutôt très très bien trouvé et c'est là aussi une belle réflexion quant à la création de son film, quoi. Le fait d'aller en Europe n'est pas juste pour le cadre ou pour les bâtiments, il y a aussi quelque chose qui est utilisé au niveau de l'histoire en fait. Donc voilà, j'espère que ce vlog est un peu plus réussi que le premier que j'avais fait. Je pense que j'ai réussi à faire le tour d'à peu près tout ce que j'avais en tête, mais non, La Nonne c'est très moyen. C'est pas du tout aussi marquant que j'aurais pu le croire. J'avais plutôt de l'appréhension avant d'aller voir le film en me disant ça va foutre les boules, ça va être monstrueux parce que les Conjuring me foutent beaucoup les boules. Et en fait, non, c'était assez lambda. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est certainement un peu déçu. Reste que c'est pas le pire film d'horreur qui a été fait de ces dernières années, donc il y a toujours de quoi apprécier le truc. Et si vous êtes un peu sensible, je pense que vous pouvez toujours... Il y a beaucoup de choses du film qui peuvent marcher sur vous. En ce qui me concerne, c'est vrai que, bon, je pense pas que j'aurais trop envie de revoir ce film-là, alors que les Conjuring... Bon, j'ai pas envie de les revoir parce qu'ils font peur, mais je les reverrai avec plaisir, ne serait-ce que pour la qualité technique, quoi. Même si je dois être comme ça sous la couette pendant les trois quarts du truc. Donc voilà, en ce qui me concerne, La Nonne, c'est très bof. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!